Bon, ben, Niania va introduire la question sur l'avenir du PDS. Alors, on a un peu entamé ça, parce que quand j'entends monsieur le porte-parole nous parler de possibilités de grandes familles, est-ce que l'avenir du PDS ne dépendra pas de ces retrouvailles-là? Parce que chacun ne pouvant pas faire chemin, partir solitairement, comme disait monsieur Mboy tout à l'heure, vous êtes découpé comme un... Comme des saucissons. C'est comme un saucisson, et puis comment il faut recoller les morceaux pour pouvoir revenir au pouvoir Il suffit d'avoir une bonne recette. Mais la meilleure recette, c'est de mieux négocier avec celui qui est en pole position actuellement. Il suffit d'avoir une bonne recette et un bon chef. Mais naturellement, qui serait naturellement le chef aujourd'hui? Il est possible de faire un plat gastronomique. Ah bon? Absolument. L'avenir du Parti démocrate sénégalais est entre les mains de ses militants. On ne peut pas aller vers une convergence d'idées pour bâtir ce pays sans que le Parti démocrate sénégalais se rénove, se réforme, se réorganise. Comment? D'abord, vous savez très bien, la rénovation passe par la reformulation d'une offre politique autre que celle qui nous a valu une sanction des suffrages des Sénégalais en 2012. C'est clair. Comment le faire maintenant? C'est dans la réflexion, c'est dans la générosité, dans la sincérité qu'il est possible, de mon point de vue, de rassembler ceux qui restent aujourd'hui comme noyau dur dans le parti et qui sont assez ouverts du point de vue esprit afin de capter cette nouvelle sympathie qui rend vers le Parti démocrate sénégalais, parce que certainement Karim Wade est porteur d'espoir. Est-ce que dans cette offre nouvelle, vous voyez plus Karim que Maître Wade? Maître Wade a son avenir dans le passé. Il faut que les choses soient claires. Il continue pour l'instant à nous accompagner, à éclairer notre voie, à rester comme ciment de notre compagnonnage. Mais pour ce qui est de l'avenir du parti, de mon point de vue, et donc du Sénégal, nous devons construire autrement. Nous devons créer un autre leadership qui ne sera jamais plus comme Maître Wade. Nous serons ensemble, même si nous sommes obligés de choisir quelqu'un à la tête du parti, à la tête de notre projet politique, pour porter cette espérance. Mais pour Maître Wade, nous lui souhaitons longue vie. Mais Karim Wade, après son départ, c'est comme un fantôme qui est parti. Je pense que le PDS est en train de faire confiance à un fantôme. Quand est-ce que Karim Wade viendra? Quand est-ce qu'il va revenir mobiliser le PDS? Moi, je pense qu'il faut quand même que les choses soient claires. Décidément, oui. Décidément, vous n'aimez ni Karim Wade ni le PDS. Parce que vous n'avez pas beaucoup entendu. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup défendu Karim Wade, c'est bien moi. Mais non, je ne parle pas de défense. Ça. On peut défendre quelqu'un, on peut défendre une cause, et ensuite, par dépit d'amoureux, penser que quelque part... je suis un homme normalement constitué. Mais bien sûr, mais le dépit d'amoureux peut atteindre n'importe quel humain. Je suis normalement constitué, ça je peux vous l'assurer. Bien sûr, mais le dépit d'amoureux, j'ai dit, le dépit d'amoureux peut atteindre n'importe quelle âme. Pour revenir à Karim Wade, il reste notre candidat. J'estime qu'à l'heure actuelle, compte tenu de tout ce qu'il a pu engranger comme sentiment de frustration, comme sympathie, mais surtout la légitimité déjà acquise après ces 3 ans de prison, Karim Wade est quand même un idéal autour duquel il y a une convergence de forces nouvelles. Nous pensons, franchement, et ça je vous le dis de manière honnête, comme je réponds souvent à ceux qui me disent, oui, pourquoi pas toi et pas Karim. Mais comment vous pouvez parler de convergence alors que tout le monde est parti au PDS? Je termine, mais je suis là, je ne suis pas parti. Non, ne dites pas ça, tout le monde n'est pas parti. Mais vous êtes l'un des rares éléments du mobilier qui reste là-bas, tout le monde est parti. Non, il y en a d'autres. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce qui compte, ce sont les convictions. Si aujourd'hui, Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Sonko et tant d'autres jeunes leaders émergent, comment pensez-vous que nous qui avons quand même aujourd'hui blanchi sous le harnais avec plus de 35 ans ou 40 ans de militantisme, nous ne sommes pas capables de créer les conditions de reconstruire un parti politique? Avec un fort leadership. Mais quel gars sont partis? Modou Diagne Fada est parti, Souleymane Ndéné Ndiaye est parti, Baldé est parti, Pape Diop est parti, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Et là? Mais il ne reste plus rien. On les appelait les barons du PDS. Ça veut dire que ceux qui restent
c'est des moins que rien. Non, mais je veux dire... Vous êtes en train de porter un jugement... Non, pas du tout. Je dis, il y a une bonne partie je vous ai dit des éléments fondateurs du parti qui sont partis. Je ne suis pas sûr qu'ils soient des éléments fondateurs. Mais quand vous étiez au pouvoir... Qui ont fait en tout cas un bon compagnonnage avec toi. Oui, mais je connais très bien l'histoire de mon parti. Je connais très bien l'histoire de mon parti qui a été jalonné, comme vous le savez, comme lui, il peut l'attester, de départ. C'est pas ça qui va encore tuer l'hydre. Le Parti démocrate sénégalais est une hydre. C'est pas parce que des têtes sont parties que le monstre va mourir. Nous allons reconstruire ce parti pour l'intérêt de cette jeunesse qui croit en nous. Il y a des dinosaures qui sont restés par conviction et par devoir pour la reconstruction de cette offre politique. Nous le ferons. Que les gens partent, cela nous désole. Mais cela ne va pas nous ébranler d'autres mesures. Les Sénégalais n'aiment pas les traîtres. Je rappelle que vous avez été 12 ans au pouvoir et on a connu les résultats aujourd'hui. Non, attendez, les 12 ans qu'on a passé au pouvoir nous ont beaucoup desservis. Le Parti démocrate, je vous le dis franchement, oui, je vous le dis très franchement et très honnêtement. Pourquoi? Desservis politiquement ou... Nous ont desservis. Comment? Comment? Mais si vous écoutez mon raisonnement, vous l'aurez. Il faut avoir cette patience de l'écoute. Ça vous aidera à mieux comprendre. Je dis que les 12 ans de pouvoir nous ont desservis. Ces 12 ans de pouvoir ont inhibé nos capacités à organiser un parti de conservation du pouvoir. Cela, je l'ai dit à Maître Abdoulaye Wade en 2009 déjà. Si nous ne faisons attention, nous perdrons le pouvoir et ça va être difficile de garder le parti tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez organisé. Ça vous a desservi comment? Politiquement ou quoi? Pardon? Politiquement, ça vous a servi politiquement parce qu'on dit que vous êtes l'opposition la plus riche. Oui. Vous êtes tous les leaders de parti sont semble-t-il des milliardaires. Comment ça vous a desservi? En tout cas, moi, je suis un leader du PDS. Oui. J'ai occupé toutes les hautes fonctions à l'Assemblée. Tout le monde dit que Wade a fabriqué des milliardaires. Dans le parti, et Dieu sait que je ne suis pas un milliardaire. Je ne suis même pas millionnaire. Donc, il ne faut pas faire ce qu'on appelle de l'amalgame. Mais ça vous a desservi comment? Je dis, il ne faut pas faire de l'amalgame. S'il y a des milliardaires dans ce pays, on les compte certainement dans tous les partis politiques, on les compte en dehors des partis politiques. Ceux qui sont milliardaires de par leur appartenance à une gestion d'un régime sont très nombreux. Allez à Fann Résidence, au point E, vous verrez, est-ce que vous verrez un libéral là-bas? Oui, il y en a beaucoup au PDS aussi. Hein? Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez, très sincèrement, parce que moi, les informations que j'ai excluent Karim de sa famille, à partir de sa famille. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour une partie de la famille de Karim, il est hors de question que Karim reste en politique. Et il est votre candidat, d'une part. D'autre part, il y a ce qui se trame à l'Assemblée sur la nationalité J'ai honte. des candidats. Et si on vous l'appliquiez, est-ce que vous avez un plan B face à la nationalité? Sur la première question, Voilà. ou sur le commentaire sur votre information, je ne connais pas aujourd'hui un membre de la famille de Karim Wade qui dit ou qui pense qu'il ne doit pas faire de la politique. Avant, oui. Je peux attester qu'avant, la perte du pouvoir, ni son père, ni sa maman ne souhaitaient voir leur fils dans l'affaire politique. Enfin, il a failli être quand même président de la vice-président. S'il vous plaît, je vous donne des informations. On a failli modifier la Constitution pour lui. Je réponds à une question, je donne des informations. Vous pouvez les tenir. Non, je vous rappelle le M23. Tenez-les avec des pincettes, oui? Mais je te donne des informations. Quand Karim Wade est revenu de France pour répondre à la convocation de la gendarmerie, et quand Karim Wade était tout le temps devant les éléments de la CREI, avant qu'on l'ait mis en examen, je lui ai posé une question au point. Karim, moi, je prends de l'âge. Je reste fidèle à l'option initiale, accompagner Maître Abdoulaye Wade. Il n'est plus en jeu. Pensez-vous, vous engager au plan politique pour que je puisse me déterminer? Il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais... je ne donne pas ma réponse, ce n'est pas important. C'est sa réponse qui suit qui est importante. Quand j'ai terminé, il m'a dit, tu sais Babacar, aujourd'hui je suis obligé d'entrer en politique. C'est-à-dire pour tout ce qu'il endurait par rapport à la CREI. Je suis obligé
d'entrer en politique pour me Mais défendre. est-ce les bonnes raisons pour aller en politique? On ne va pas en politique pour un esprit de revanche. On va en politique pour des motivations, pour des idéologies. On ne va pas en politique en héritage. C'est un engagement profond. Il n'y avait aucun esprit de revanche. Je dis maintenant, je suis obligé d'entrer en politique. Pourquoi? Mais c'est lui qui sait. Mais vous qui le soutenez, vous devrez vous-même lui poser cette question. Non, franchement, comme vous nous avez parlé de conviction, de mise en place du PDS, de baron. Là, j'ai senti de la profondeur quand vous parlez du PDS. Mais là, quand même, avec tout ce que vous avez dit sur le PDS, vous ne trouvez pas que ça fait léger d'avoir un leader qui vous dit que je me sens obligé. On ne s'engage pas comme ça. Madame, il y a toujours un déclic pour décider d'un engagement politique. Abdoul Mbaye avait pensé qu'il ne ferait jamais de politique. Il n'a jamais eu du respect. Et ça, je le confirme, pour la cause politique. C'est vrai. La preuve, sa première conférence de presse a été une catastrophe. Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement? Attendez, aujourd'hui, je le sens engagé politiquement. Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement? Non, attendez. Je termine cette question. Après, il ne faut pas que l'on mélange les... Non, pendant que vous parlez d'Abdoul Mbaye, je veux juste avoir votre point de vue. Oui, mais je vous la donnerai. Je vous ai bien entendu. Permettez-moi, je termine, je rebondirai sur la deuxième question. Sur la deuxième question. Donc, nous, en tant que parti politique, en tant que citoyens démocrates et républicains, nous estimons que c'est dangereux. C'est dangereux d'agiter la sénégalité. Il y a un pays qui avait agité cette notion identitaire et qui a sombré dans la guerre civile. L'ivoirité, en l'occurrence. Au Sénégal, on ne peut pas jouer avec la loi pour embraser ce pays. Personne, je dis bien, n'acceptera qu'une loi soit votée pour que des citoyens sénégalais soient empêchés pour des considérations politiciennes de collecter les suffrages. On aurait pu comprendre que cela soit dans la constitution de Macky Sall qu'il nous a proposé pendant le référendum, mais à l'occasion de ce dialogue autour de la conformisation de la loi électorale par rapport à notre constitution, si l'APR nous propose cette loi unique, cette loi qui sent la xénophobie, l'ethnicisme et le racisme, le Parti démocratique sénégalais et tous les démocrates feront face. Il est impossible, je dis très bien, d'appliquer une telle loi dans ce pays-là, parce que cela va casser notre nation. Je pense que Macky Sall n'acceptera pas que sous son magistère, qu'un tartampion puisse lui dire « votons une loi qui empêcherait un Sénégalais, qu'il soit binational ». Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre les binationaux et les doubles nationaux. Karim Wade n'a pas demandé à être né français et sénégalais à la fois. Il est de maman français, il est né en France. Il est de père sénégalais de souche. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en dehors de son amour pour son pays, si c'est le cas? Je pense que c'est une honte pour ce régime de vouloir empêcher des compétences comme Abdoul Mbaye, comme Karim Wade aujourd'hui, mais tous ceux qui sont aujourd'hui de Harvard, qui sont à Oxford, qui sont à HEC, à Pont-EHEC, qui sont des binationaux et que ces gens-là ne puissent pas servir leur pays. Je pense que nous sommes en train de reculer au plan historique. Ce n'est pas le pays que Senghor et Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur Abdoul Mbaye? Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement politique à partir d'une affaire qui est une affaire civile ou en tout cas une affaire privée? Vous voulez mon avis honnêtement? Oui. Je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Vous avez dit que c'est une affaire purement privée, qui est antérieure à son entrée en politique, qui était aussi en cours. Il y a ce qu'on appelle une affaire civile sur laquelle le parquet ne peut absolument rien. Il y a une affaire publique connexe. On ne peut pas aujourd'hui, en tant qu'homme politique sérieux... L'affaire publique connexe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un préjudice qui est causé à un citoyen ou à une personne lambda, on est obligé de voir est-ce que le préjudice n'est pas entaché de délit. Oui. Je termine. Oui, il y a un préjudice, semble-t-il. C'est une affaire matrimoniale. Dans l'affaire matrimoniale, il y a eu des comportements, dit-on, qui ne seraient pas conformes avec la loi. En tant qu'homme politique sérieux... Il y a aussi l'acquisition de son terrain aussi. En tant qu'homme politique sérieux, oui, je ne peux pas, moi, me permettre de crier avec les loups.
Le Sénégal est un pays de droit. Tous les citoyens sont... Donc vous comprenez qu'on puisse lui devant confisquer son passeport et qu'il soit interdit de quitter le territoire, au lieu d'aller en prison comme les autres qui sont des faussaires, à la limite. Je pense que compte tenu de la personnalité de l'homme, parce qu'il présente toutes les garanties de sûreté. Quelle personnalité? Je dis personnalité de l'homme. Il présente toutes les garanties de sûreté. Il a un domicile, il est connu, il est marié avec des enfants, il a une résidence au Sénégal. Mais les autres falsificateurs aussi, hein, qui sont en prison. Vous savez, moi je suis en train de donner les raisons qui pourraient justifier que le juge qui seul est habilité en a décidé de le laisser en liberté et de lui confisquer son passeport. Sur ces questions, je ne fais pas de débat. Très bien. Il nous reste encore 5 petites minutes. Moi, la question sociétale que je vais vous poser, une question sociétale, non. Plutôt, je vais vous poser une question portant maintenant sur la loi sur la mendicité et l'interdiction de la mendicité au Sénégal. Est-ce que vous pensez que cette loi s'impose? S'impose. Est-ce qu'on doit interdire la mendicité au Sénégal? Elle s'impose, elle n'est pas applicable. Toutes les lois ne sont pas applicables. Parce que simplement, nous sommes dans une société de solidarité. Pourquoi les prendre alors? Nous sommes dans une société de conviction religieuse ou culturelle. Tous les jours arrive à ce qu'une grande dame... Et la laïcité, que vous en faites quoi? Sortie de HEC ou MIT, sorte mais la laïcité, devant sa maison une caisse de sucre à remettre à quelqu'un. Mais la laïcité, vous en faites quoi? Vous pensez qu'au-delà d'une loi, il faut plus une sensibilisation? Il faut une démarche. Il faut une démarche pour que les couches vulnérables soient traitées avec plus d'égard, plus d'intérêt. Et on met la loi de côté. Je dis, il faut une politique qui prenne en charge la situation des couches vulnérables. Notre libéralisme, pourquoi il est social? Nous estimons qu'une fois que l'entreprise aura contribué à enrichir notre pays, il est de bonne loi que l'État, le gouvernement, prennent une partie substantielle de nos ressources afin de prendre en charge l'éducation, la formation, la santé et surtout la santé morale de tous les Sénégalais, y compris ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens justement de leurs besoins. Et je dis, pour finir sur cette question, il n'y a aucun lien entre laïcité et mendicité. La laïcité postule la non-implication de l'État dans le fonctionnement du culte. La séparation du clergé et de l'État. Mais ça ne veut pas dire que l'État du Sénégal ne doit pas prendre en charge les questions économiques et sociales qui sont générées par l'enseignement religieux, parce que quand vous parlez de laïcité, certainement vous pensez au Dara, certainement vous pensez aux écoles coraniques. J'estime... Vous avez parlé de pratiques cultuelles et de lois. Non, je parle de pratiques cultuelles. Cultuelles, hein, cultuelles. Quand je le disais, je pensais à ceux qui, au sortir de leur... Non, le cultuel, c'est les gens, quand ils sortent de leur chambre, quand ils se réveillent, qu'ils disent que oui, je dois donner en offrande quelque chose. C'est une pratique, c'est des coutumes, c'est des usages. Il faut trouver quelqu'un pour le faire. Oui, donc, ces coutumes n'excusent pas quand même qu'il y ait des enfants à bas âge comme ça dans les rues, dans ces conditions-là. C'est un autre problème. Et il y a aussi, il y a un problème. Si on parle de loi, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui abusent de ces enfants-là, qui n'ont rien à voir avec les daras, parce que les daras, c'est quelque chose de bien, tout le monde est d'accord sur cela. Mais il est important qu'on les identifie quand même, et qu'on puisse identifier... Le débat ne situe pas sur... C'est pas parce qu'une dame a envie de faire ça, il faut faire la différence entre la mendicité et les enfants de la rue. Les enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous des mendiants. Il y a des enfants dans la rue qui sont des mendiants. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prend en charge les questions de formation, les questions d'éducation, les questions d'ordre social, et que les couches vulnérables soient prises en charge sur nos ressources publiques de manière assez correcte, on peut régler justement ces questions. Et la responsabilité des adultes dans ça. La responsabilité des adultes. Tout adulte responsable, convaincu d'un délit, doit faire l'objet d'une sanction sévère.
Voilà, je pense que on a dit l'essentiel. On pourrait faire une émission spéciale sur la question très sensible de la mendicité et des enfants errants. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci, M. Babacar Gaye. Je rappelle que vous avez beaucoup de titres nationaux au niveau du PDS. Vous avez répondu avec beaucoup de langue de bois, mais on vous le tolère, vous êtes un homme politique. Et tout à l'heure, et sans plus tarder, Mokhtar Ba va vous prendre sur des questions spécifiques concernant effectivement la gestion du littoral. Merci à Patim Boy qui est journaliste. Merci à Mme Niagnassi. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de l'accueillir plusieurs fois parce que pour cet essai, nous disons bien que c'est un essai très réussi. Merci et à bientôt. Et on vous laisse avec Mokhtar Ba pour des questions sur le littoral. Merci. Pourtant, ma langue est de fer. Imam Mokhtar.